Salut, c'est Paraita. Cette vidéo reprend un article que j'avais publié sur mon blog il y a plus de 2 ans maintenant à propos de la monnaie virtuelle, le Bitcoin. Alors, il faut d'abord expliquer le contexte financier actuel. Habituellement, la création d'une monnaie, une devise en fait, est quelque chose de très compliqué. Sur quoi s'appuie la monnaie, les enjeux, les besoins, quel crédit a-t-elle, à qui puis-je faire confiance pour échanger cette monnaie, qui émet cette monnaie, à qui appartient-elle et qui va payer la création de cette monnaie. Le papier, l'encre, la matière pour les pièces aussi, comment est-ce qu'elle va s'apprécier face à d'autres monnaies. Comment gérer les différents niveaux d'appréciation. Quel va être l'effet de cette monnaie sur les devises existantes. Ah, je dois bouger. La suite dans un instant. Depuis les années 80, on évoque l'idée d'une monnaie mondiale, une seule monnaie qui permettrait le libre-échange sans passer par une conversion de devise. L'idée a été abandonnée, puis reprise dans les années 90, puis encore abandonnée. Il y a eu cette idée farfelue de panier de titres spéciaux, les DTS, qu'on partageait en parts égales et qu'on négociait par unité de compte. Ça n'a pas duré. Je mettrai un lien sur les DTS dans la description. Ce qui se rapproche encore le plus de cette idée de monnaie mondiale, c'est l'euro, qui descend de l'écu, qui lui-même s'inspirait des DTS. Et on connaît toute la complexité nécessaire à la création de cette monnaie. On se rend compte qu'il est nécessaire d'encadrer le fonctionnement de cette monnaie et de la réguler. À vrai dire, une monnaie sert à faciliter un échange de valeurs entre tiers. Je te donne ceci contre cela. Afin de simplifier l'échange de valeurs, on utilise un support, une pomme par exemple. J'ai mal au dos, j'aimerais me faire masser, j'échange ma pomme contre un massage. À l'échelle d'une communauté, c'est très simple. D'un pays ou de plusieurs pays, ça peut poser problème. Et les pays qui n'ont pas de pommiers? Et si les pommes sont meilleures dans le pays d'à côté? Le principal souci est l'équité entre les pays. Si un pays possède plus de pommiers qu'un autre, il est évident que cette monnaie à base de pommes l'arrange. Il faudrait que chaque pays puisse contrôler le débit de pommes des autres pays. Et que les pays se mettent d'accord sur le nombre de pommes qui existeront. S'il y en a trop, le masseur massera beaucoup plus qu'auparavant pour une même quantité de pommes. S'il n'y en a pas assez, le masseur massera pas des masses. Et puis il y a des petits malins qui feront pousser des pommes chez eux. Donc il faudra rendre les pommes identifiables et reconnaissables. L'idéal serait de pouvoir connaître le chemin de la pomme depuis son pommier jusqu'à ce qu'il arrive chez le masseur. L'autre souci, c'est la monnaie elle-même. Une pomme, ça ne se conserve pas indéfiniment. Et vous imaginez une banque de pommes, la place que ça va prendre. On pourrait imaginer qu'au lieu d'utiliser des pommes, on utiliserait des petits coquillages. Un petit coquillage vaudrait une pomme, un gros coquillage 2 pommes. Mais au final, ça reviendrait au même. Et puis comment j'achète une maison avec des pommes ou des coquillages? Il me faudrait ainsi un endroit où je pourrais stocker mes coquillages. On me les garderait à l'abri des voleurs, tout ça. Et en fait, c'est le travail des banques. Ce souci de place a été résolu avec la création de monnaies dites scripturale, à la différence de la monnaie fiduciaire ou frappée. La monnaie scripturale est née en même temps que le crédit à la banque. Le masseur de tout à l'heure souhaite acheter une maison qui coûte 100 pommes, qu'il n'a pas et qu'il va emprunter à la banque. Ça tombe bien, le vendeur de la maison est à la même banque. Ils sont du même village en fait. Lorsque le masseur va bénéficier de son crédit, la banque, qui possède une ardoise pour chacun de ses clients, va ajouter 100 pommes sur l'ardoise du masseur et se retirer à elle-même 100 pommes. Elle sait alors qu'il lui manque des pommes et que vous allez devoir les lui rendre un jour. Jusque-là, aucune pomme n'a circulé. C'est uniquement de la craie sur une ardoise. Le masseur va voir le vendeur de la maison, conclut la vente, retourne à sa banque pour demander à ce que les 100 pommes soient transférées sur l'ardoise du vendeur. La banque, à ce moment, va soustraire le nombre de pommes de l'ardoise du masseur pour les ajouter à celles du vendeur. Aucune pomme n'a circulé, pourtant le masseur doit maintenant 100 pommes à la banque. C'est la magie de la monnaie scripturale. Que se serait-il passé si le masseur et le vendeur n'étaient pas dans la même banque? Les pommes auraient véritablement circulé entre les banques à moins qu'elles aient entre elles des ardoises. Est-ce que cette banque est fiable? Et si un employé volait une pomme? Et si la banque faisait faillite? Et si le masseur voulait acheter une maison le jour où la banque est fermée? Et qui me dit que la banque possède vraiment les 100 pommes de départ? Parce qu'au final, ce ne sont que d'habiles jeux d'écriture sur une ardoise. On se rend compte que tout ça fonctionne parce que le masseur et le vendeur de la maison font confiance à la banque. On va revenir sur comment le masseur a trouvé cette maison qui lui coûte 100 pommes. Il s'était rendu au bar de son village et s'est mis à demander aux gens autour de lui s'ils avaient de bons tuyaux. Certaines personnes lui ont proposé une maison à 200 pommes, une autre à 110 pommes
et encore une autre à 100 pommes. Grâce au bar, le masseur a pu comparer l'offre des différentes maisons dans son village. Le vendeur aussi a pu estimer les prix des maisons dans le bar et modifier son prix afin d'être plus attractif que les autres. Évidemment, la maison à 100 pommes est plus petite que la maison à 200 pommes, mais comparable à celle qui coûte 110 pommes. En fait, les vendeurs des maisons à 200 pommes et à 110 pommes s'étaient mis d'accord pour gonfler leur prix. La maison à 200 pommes en valait 180 et celle à 110 pommes en valait 90. Mais ça, le masseur ne l'aurait jamais su. On commence à apercevoir les limites de ce système financier et les abus possibles lorsque le système repose sur la confiance envers les autres. Comme on va le voir dans la suite, c'est un problème pas totalement résolu. Mais il existe un autre problème encore plus important car il peut potentiellement bloquer l'économie. Quel est le point commun entre la banque et le bar? Ce sont des entités centralisantes. À ce jour, il n'existe pas encore de système financier distribué, donc qui se repose sur plusieurs acteurs. Dans un système financier, j'englobe la banque pour le stockage ou l'épargne, la banque centrale, celle qui va émettre la monnaie et la contrôler, et une place de marché, le bar, l'endroit où on confronte l'offre et la demande. On peut ainsi récapituler les différentes contraintes et les problèmes des marchés financiers actuels. Confiance envers les tiers, confiance envers l'entité qui émet la monnaie fiduciaire prend de la place et la monnaie scripturale ne laisse aucune trace. La monnaie virtuelle ressemble beaucoup à de la monnaie scripturale. C'est pas vraiment la même chose car la monnaie scripturale se repose sur une devise réelle. La monnaie virtuelle, de par sa nature, n'a pas d'équivalent réel. Parce qu'elle n'a pas de contrepartie réelle, la monnaie virtuelle ne peut pas être aisément une valeur refuge comme l'or. De plus, une monnaie est un bien, mais dans le cas d'une monnaie virtuelle, elle se rapprocherait plus d'un bien intellectuel. Pourquoi dit-on que Bitcoin est une crypto-monnaie? Tout simplement car son fonctionnement s'appuie sur l'utilisation de méthodes cryptographiques pour, d'une part, garantir l'anonymat des deux bouts d'une transaction, mais aussi pour la construction des blocs de vérification. Quand je parle d'anonymat, c'est uniquement l'association entre mon identité réelle et mon identité numérique, que l'on trouvera dans le bloc de vérification, donc le bloc connu. Qu'est-ce qu'un bloc de vérification? D'après le papier original de Satoshi Nakamoto à l'origine du système Bitcoin, un bloc de vérification contient plusieurs informations. Dans l'entête du bloc, on a la version du bloc, donc la version de Bitcoin, du logiciel Bitcoin, le hash, on peut appeler ça une signature de l'entête du bloc précédent, le hash du chemin dans l'arbre de Merkle associé, la structure d'arbre est utilisée pour avoir de meilleures performances et l'arbre de Merkle garantit la traçabilité des transactions. On a aussi le timestamp de la création du bloc, la valeur cible max, je vous expliquerai ce que c'est un peu plus tard, et le nonce, qui est un entier qui va servir entre autres à générer les nouvelles valeurs de signature et qui s'incrémente automatiquement à chaque calcul de signature. Alors, lorsque l'on calcule la signature d'un bloc, ce hash est codé sur 256 bits. La valeur de la signature va être comparée à la valeur cible max qui est dans l'entête du bloc. Si notre valeur de signature est plus élevée que la valeur cible max, on a perdu. À ce moment-là, on recrée un nouveau bloc en faisant attention à garder notre signature perdante dans l'entête du nouveau bloc et en incrémentant le nonce. On recalcule une nouvelle signature, ainsi de suite, jusqu'à avoir une valeur de signature inférieure à la valeur max cible. Mais là encore, tout n'est pas gagné, car peut-être qu'un autre utilisateur aura trouvé cette valeur avant vous. Dans ce cas-là, c'est la valeur du nonce le plus élevé qui l'emporte. Si le nonce est égal, à ce moment-là, c'est la valeur du timestamp qui fait foi. Enfin, les autres utilisateurs vérifieront que votre signature est valide, ce qui prendra moins de temps car toutes les infos sont déjà dans le bloc. Si la majorité valide votre bloc, il sera inclus dans l'arbre de Merkle, donc dans l'historique des transactions, donc qui servira de base pour la suite des autres calculs. On comprend aisément que lorsque la valeur max cible tend vers 0, la difficulté augmente. Voilà donc d'où vient la valeur difficulté que l'on trouve sur les sites de mining. Il peut aussi arriver qu'on tombe sur un cas super difficile où il n'existe presque aucune valeur de signature inférieure à la valeur max cible. Je ne vais pas parler des détails techniques comme qu'est-ce qui arriverait si le nonce dépassait les 32 bits ou comment mon bloc vérifié est propagé pour servir de base au calcul des prochains blocs. Et ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Comme l'ensemble des transactions passées, donc l'arbre de Merkle qui est dans le bloc est public, tout le monde vérifie en fait toutes les transactions. Bon, en vrai, c'est pas vraiment le cas. Mais c'est la majorité qui décide si un bloc est valide. Si par exemple, j'arrivais à forger un bloc tel qu'il a le nonce le plus élevé, le timestamp le plus court et une signature vérifiant la condition de validité, il resterait encore à le faire valider par l'ensemble des autres utilisateurs qui eux se rendront compte de la supercherie. À moins d'avoir 51% de tous les utilisateurs dans le coup. Il serait aussi possible de forger de fausses transactions
transactions, de les ajouter à notre bloc local et de faire vérifier la signature de mon bloc à d'autres utilisateurs. Malheureusement, la probabilité de réussir à forger un bloc avant tous les autres utilisateurs avec une signature gagnante décroît de façon exponentielle en fonction du nombre de blocs suivants. C'est compliqué comme ça, mais c'est bien expliqué dans l'article de Nakamoto. Il faut comprendre que ça n'est pas dans l'intérêt d'un État que le Bitcoin se démocratise. Pas forcément la monnaie, mais le mécanisme en lui-même. L'État n'aurait pas la main sur cette monnaie ou toute autre monnaie virtuelle, et c'est compréhensible en fait. De manière générale, l'économie d'un pays peut être valorisée grâce à sa monnaie. Si le dollar s'apprécie, le pouvoir d'achat américain monte. Avec un dollar, je peux acheter beaucoup de pommes dans un pays étranger. Si le dollar se déprécie, le pouvoir d'achat américain diminue. Il me faut plus de dollars maintenant pour acheter le même nombre de pommes qu'avant, à l'étranger. En termes financiers, on parle de cross entre les devises. En France, on ne manipule pas l'euro-dollar. Mais pour d'autres devises, il se peut qu'un cross soit fixe ou arrangé, comme par exemple pour l'euro et le franc pacifique en Polynésie française. D'autres gouvernements utilisent des moyens détournés pour maîtriser leurs devises, en limitant les flux de cash entrant ou sortant, ou en achetant une autre devise en masse et en la gardant chez soi. Dans le cas du Bitcoin, c'est encore flou. Des services de trading ont vu le jour sur Internet et vous proposent de trader du Bitcoin. Profitez d'effets de levier ou de spread sur le Forex, car comme il n'existe pas de législation actuellement sur le Bitcoin, on peut théoriquement profiter d'automates de trading, faire du trading algorithmique ou carrément du trading haute fréquence. D'ailleurs, dès qu'un cadre financier sera créé autour du Bitcoin, les banques se jetteront dessus. Car oui, même si les organismes financiers ont l'air de se méfier du Bitcoin, elles seront les premières à inventer des produits autour de cette monnaie. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe quand même des produits financiers sur la météo ou sur le football. Donc, peut-on voir le Bitcoin comme une devise? Pourquoi pas? Comme je l'ai dit plus tôt, on peut changer des Bitcoins dans une autre devise, on peut payer en Bitcoin, et le cross n'est géré que par l'offre et la demande du marché. Au moment où j'avais écrit l'article sur mon blog, le Bitcoin était vu comme un actif plutôt qu'une devise. Donc quelque chose de semblable à l'or ou au pétrole. Alors que c'est juste une devise. Aujourd'hui, en 2017, c'est toujours le cas. C'est vu comme une marchandise qu'on traite sur le marché. En 2014, les frères Winklevoss avaient demandé la création d'un fonds de placement sur une certaine quantité de Bitcoin, mais ça a toujours été refusé. Entre autres parce qu'on n'a pas la main, on n'a pas le contrôle sur le Bitcoin, et surtout parce que c'est trop instable. Le cours est trop instable. Donc, il faut retenir que le Bitcoin est un système autosuffisant et on a autant besoin des mineurs que des utilisateurs pour que ça fonctionne. Sans utilisateurs, la demande ne décollerait pas. Sans mineurs, il n'y aurait pas de vérification ni création de monnaie. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, mettez-moi un commentaire si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine, nana!